All rise, we are away. The International Criminal Court is now in session. Lord John to Court Panel International at overhead. Please be seated. We are as well. Good morning, everyone. Mr. Court Officer, kindly call the case, please. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. This is the second situation in the Central African Republic in the case of the prosecutor versus Maxim Geoffroy Eli Mokom Gawaka. Case reference ICC 0114-0122. And for the record, we are in open session. Thank you very much. Good morning again. I welcome everyone, parties, the suspect, Mr. Mokom, good morning, participants, the audience here and connected remotely. Now, I would like to ask the requested parties and participants to introduce themselves. Mr. Prosecutor, please. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par moi-même, Mandia Aignan, procureur adjoint. J'ai à mes côtés le premier substitut, Léonie Von Braun, et Madame Colin Gilg. Et à l'arrière, j'ai notre case manager, Madame Nera Mandavia, et les substituts, Marie-Jeanne Sardaki, Matteo Costi, Sandra Squatters et M. Lucio Garcia. J'en profite, M. le Président, pour dire bonjour à la défense et aux représentants des victimes. Et j'ai le plaisir de voir des visages que j'ai connus par le passé. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Rochelle, will you please introduce yourself and your team? Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la juge, Monsieur le juge. Alors, mon nom est Philippe Larochelle. Je suis avocat au barreau du Québec à Montréal. Je suis accompagné évidemment de Monsieur Mokom, qui est derrière, et avec moi, sur les bancs de la défense, à ma droite, Kate Gibson, suivie de Hanin Khali, désolé si je massacre son nom, Julien Maton, Camille Dive, Cécile Lecol. Donc, nous sommes tous ici ce matin pour représenter M. Mokom, et j'en profite pour saluer, outre le banc, mes collègues du procureur. Merci, Monsieur le juge. Thank you very much. The legal representative of victims, will you kindly introduce yourself? Good morning, madam. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame le juge, bonjour Monsieur le juge. Je représente l'équipe, nous représentons l'équipe de représentants légaux communs des victimes, qui est composée de Madame Marie-Édith Douzima, avocate, de Maître Dangabo Moussa et de Maître Yarefal, avocate, notre légale assistante, Madame Evelyne Ombeni. Je profite également de cette occasion pour saluer l'équipe de Monsieur le procureur et l'équipe de l'accusation. Good morning, madam. Thank you very much. So now the hearing is open. This is a hearing for the confirmation of charges in the case of Mr. Mokom. At this stage of the pre-trial proceedings, the prosecution is alleging that Mr. Mokom is responsible for certain crimes that the court officer will read later. The chamber will not decide on the guilt or the innocence of Mr. Mokom at this hearing. Rather, pursuant to Article 61, paragraph 7 of the statute, of the Rome Statute, the duty of the chamber is determining whether there exists sufficient evidence to establish substantial grounds to believe that Mr. Mokom has committed the crimes with which he has been charged. If some or all of the charges are confirmed, the trial chamber will subsequently decide on the guilt or innocence of Mr. Mokom at a later stage.
I have forgotten to introduce the chamber, which is composed by Judge Akane on my right, Judge Ugalde on my left, and myself, Judge Aitala, presiding judge. The following general principles which apply to the hearing are, in accordance with Article 66 of the Rome Statute, the suspect shall be presumed innocent until proved guilty before the court. Second, the burden of proof rests with the prosecution, which, as a consequence, will have to provide sufficient evidence in order to prove the charges brought against Mr. Mokom to the relevant standards that I've mentioned before, provided in Article 61, paragraph 7 of the statute. Third, the defense will enjoy all rights enshrined in Article 61, 6 and 67 of the statutes. I will recall, and this is especially for the public, that while the general rule is that the hearing is public and therefore is held as now in open session, it might occur that with a view to protecting certain private or confidential information, particularly regarding victims and witnesses, parts of the hearing will be held in private session upon decision of the chamber. Pursuant to the order setting the schedule and directions for confirmation of charges hearing, its filing 244 of 14 July 2023 for the records, we have set aside 20 minutes for further discussions in relation to observations under Rule 111, paragraph 3 of the Rules of Procedure and Evidence, if necessary. The parties and participants will have then 20 minutes each for opening statements and 30 minutes each for final statements. The prosecution is being granted 2 hours to present its arguments on the merits, while the defense is being granted 4 hours to present its arguments on the merits. The common legal representative of victims are granted 2 hours to present their arguments on the merits. I remind everyone, the parties and participants, that oral submissions must be concise and repetitions of any argument set out previously avoided. This is true especially for the prosecution, which has already had the opportunity in writing to present submissions. Final statements may not be used to raise new arguments, but only to respond to arguments and questions raised during the hearing. I draw the attention of everyone to the need to, of course, ensure that your microphone is turned on when you're speaking, and to speak slowly and pause for about 5 seconds before answering any questions and after each sentence, in order to allow the best possible live interpretation and transcription of the hearing by our excellent specialized personnel. The parties and participants shall never interrupt each other and will request the presiding judge to be heard. The parties and participants shall clearly indicate whether their submissions can be presented in public session or whether it is necessary, or they believe that it is necessary, to move into private session. And whenever parties and participants refer to evidence, they must indicate its level of confidentiality and specify whether it can be referred to in public session or it needs to be referred to in a private session. The parties and participants shall clearly indicate when it is no longer necessary to remain in private session,
and when in public session, parties and participants shall refrain from mentioning the names of victims and witnesses and refer to their codes or pseudonyms. At the conclusion of the confirmation of charges hearing, the parties and participants shall provide a list with the items of evidence they have referred to during the submissions to the Chamber by way of email. Now, I turn to the reading of the charges. Rule under 22, paragraph 1 of the Rules of Procedure and Evidence provides that the court officer shall read out the charges as presented by the prosecution in an abridged version of the longer document containing the charges. The full version of the document containing the charges is publicly available. I recall for the public that the document containing the charges only brings the allegations of the prosecution. So what will be read now is not what has been decided or what it is, but it's what the prosecution is alleging. The Chamber has the duty to assess whether the evidence presented by the prosecution is sufficient to confirm any of the charges. Now, Mr. Court Officer, I will kindly ask you to read out the document. Thank you very much. The prosecutor brings 20 charges against Mr. Maxim Geoffroy Eli Mokom Gawaka relating to crimes against humanity and war crimes committed by the anti-Balaka during and in the aftermath of attacks on 2 locations in the Central African Republic. Charges 1 to 8 concern crimes committed in Bangui, the capital city of the Central African Republic, from at least 5 December 2013 until at least the end of April 2014. Charges 9 to 20 concern crimes committed in the city of Bosangoa in the Wuhan prefecture of the Central African Republic from at least 5 December 2013 until at least the end of April 2014. The crimes charged, which were committed in Bangui from at least 5 December 2013 until at least the end of April 2014, are the following. Count 1, directing attacks against the civilian population as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2E1, insofar as during the 5 December attack on Bangui and or in its aftermath, the anti-Balaka intentionally directed acts of violence against the Muslim civilian population or individual civilians not taking part in the hostilities. Count 2, attacks against buildings dedicated to religion as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2E4, and Count 3, destruction of the adversary's property as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2E12, insofar as during the 5 December attack on Bangui and in its aftermath, the anti-Balaka intentionally dismantled and destroyed numerous mosques, including the mosques in Boying, Gobongo, Fu, Petevo, Kawanga, PK12, Miskin, and Malimaka, which did not constitute legitimate military target. And insofar as the anti-Balaka also intentionally destroyed or damaged houses in predominantly Muslim neighborhoods such as Fu, Miskin, Combatant, Kina, Sara, PK5, Kokoro, Buka, PK12, and PK13. Count 4, pillaging as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2E5, insofar as during the 5 December attack on Bangui and in its aftermath, the anti-Balaka pillaged Muslim houses and shops
including roofs, doors, and windows. Count 5, deportation and forcible transfer as a crime against humanity, punishable under Article 7, Paragraph 1D. And count 6, displacement of the civilian population as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2E8, insofar as during the 5 December attack and in its aftermath, without grounds permitted under international law, the anti-Balaka forced thousands of Muslim civilians of all ages to leave their homes and communities by expulsion or other coercive acts by the end of April 2014. Count 7, severe deprivation of physical liberty as a crime against humanity, punishable under Article 7, Paragraph 1E, insofar as the anti-Balaka in Bangui prevented Muslim civilians of all ages from leaving the Bangui enclave in the PK5 neighborhood, where the civilians were sheltering during and in the aftermath of the 5 December attack, enduring a lack of adequate food, shelter, and healthcare. Count 8, persecution as a crime against humanity on political, ethnic, religious, and national grounds concerning the Muslim population in Bangui and based on the facts underlying counts 1 to 7, punishable under Article 7, Paragraph 1H. The crimes which were committed in Bosangoa from at least 5 December 2013 until at least the end of April 2014 are the following. Count 9, directing attacks against the civilian population as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2E1, insofar as the anti-Balaka intentionally directed acts of violence against the Muslim civilian population or individual civilians not taking part in the hostilities in Bosangoa during and in the aftermath of the 5 December attack. Count 10, murder as a crime against humanity, punishable under Article 7, Paragraph 1A. And count 11, murder as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2C1, insofar as in the course of the attack in Bosangoa, the anti-Balaka killed at least 18 Muslim civilians who were taking no active part in the hostilities. Count 12, rape as a crime against humanity, punishable under Article 7, Paragraph 1G. And count 13, rape as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2E6, insofar as in the course of the attack on Bosangoa on 5 December 2013, anti-Balaka elements raped at least 2 Muslim women. Count 14, attacks against buildings dedicated to religion as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2E4, and count 15, destruction of the adversary's property as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2E12. Insofar as during the attack on Bosangoa and or in its aftermath, the anti-Balaka intentionally dismantled and destroyed several mosques, including the central mosque of Bosangoa, which did not constitute a legitimate military target, and insofar as the anti-Balaka also intentionally destroyed or damaged hundreds of the houses in neighborhoods such as Boro, Arabe, and Fulbe that were regarded as predominantly Muslim in character. Count 16, pillaging as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2E5,
insofar as during the attack and in its aftermath, the anti-Balaka pillaged Muslim houses and shops, including roofs, doors, and windows. Count 17, deportation and forcible transfer as a crime against humanity, punishable under Article 7, Paragraph 1d. And count 18, displacement of the civilian population as a war crime, punishable under Article 8, Paragraph 2e8, insofar as, without grounds permitted under international law, the anti-Balaka forced thousands of Muslim civilians of all ages to leave their homes and communities by expulsion or other coercive acts. Count 19, severe deprivation of physical liberty as a crime against humanity, punishable under Article 7, Paragraph 1e, insofar as the anti-Balaka prevented, by threat of death, over 7,000 Muslim civilians, mainly from the neighborhood of Boro, from leaving the compound of the École de la Liberté, where they were sheltering. Count 20, persecution as a crime against humanity on political, ethnic, religious, and national grounds, concerning the Muslim population in Bossangoa and based on the facts underlying counts 9 to 20, punishable under Article 7, Paragraph 1h. Mr. Mokom is criminally responsible for the charged crimes by 1. Aiding, abetting, or otherwise assisting in the commission of these charged crimes by the anti-Balaka, aware that these types of crimes would occur in the ordinary course of events, and while acting with the purpose of facilitating their commission, pursuant to 25 paragraph 3c, and or 2, contributing to the commission of the charged crimes by the anti-Balaka, acting with a common purpose, with the aim of furthering the group's criminal activities and or purpose, aware of its intention to commit such crimes, pursuant to Article 25, Paragraph 3d1 and 2 of the statute. Mr. Mokom contributed to the charged crimes committed by the anti-Balaka in Bossangoa and Bangi by, first, participating in planning the implementation of the common purpose after the 24 March 2013 coup d'etat. Second, participating in the formation, structuring, development, and organization of the anti-Balaka, including the incorporation of pre-existing and new self-defense groups from at least June 2013 until at least April 2014. Third, coordinating the deployment and military operations of the anti-Balaka from at least September 2013 until at least the end of April 2014, including the 5 December 2013 attacks on Bangi and Bossangoa. Fourth, providing the anti-Balaka with logistical support for military operations from at least September 2013 until at least the end of April 2014, including by providing funds, weapons, medication, and ammunition. Fifth, supporting, promoting, and endorsing the crimes of the anti-Balaka against the Muslim civilian population from at least September 2013 until at least the end of April 2014. At the time of his contributions, Mr. Mokom knew that the charged crimes would occur in the ordinary course of events and of the intention of the anti-Balaka to commit such crimes. Furthermore, in making the contributions described above, Mr. Mokom acted with the purpose of facilitating the commission of crimes such as the charged crimes and the aim of furthering the criminal activities or purpose of the anti-Balaka. Thank you, Mr. President.
Thank you very much, Mr. Court Officer. Now, the parties have not submitted written observations according to Rule 122, paragraph 3 of the Rules of Procedure and Evidence, which refers to issues related to the proper conduct of the proceedings prior to this hearing. Can you confirm you don't have any, or Mr. Rocha, do you have any? Your Honor, we have not, with your leave, we have not provided any written submissions, but we would like to take a few minutes of this 20 minutes that is allocated for procedural issues to discuss some topics which we think should be brought to the attention of the Chamber. You're allowed to do it. Please proceed. And I guess you will not be surprised to hear that what I want to talk about is the exculpatory evidence in this case. As your honors are well aware, we filed last Friday 2 tables containing, for the first one, 275 pages, and for the second one, Annex B, 201 pages. And these pages are filled with exculpatory evidence that was identified by the prosecutor itself, following an order from your honors. And this exculpatory evidence we receive in mid-June, 2 months ago. Whereas it's a well-known principle, an established principle, that the prosecutors, before this court, but before other international tribunals, who are handling massive amounts of material, are supposed, A, to know their case before they go to trial, here to go to confirmation hearing, and B, to investigate both à charge and à décharge. We don't take lightly that when Maxime Mokom was arrested in March of 2022, some of the exculpatory evidence that we received in June dates from before his arrest, from 1521, for example. And what we want to point out to the pretrial chamber is that after receiving these hundreds of exculpatory evidence extracts, which concern, your honors, every aspect of the case, every aspect of the OTP theory. Who committed the crimes? Who ordered them? What were the targets? You can see in these tables, all these topics are identified in the table. Mosques with weapons in them. In total, we have received 350 indications in the case file of exculpatory evidence. And these indications refer sometimes to a transcript of 90 pages where you find 15, 20, or 10 different extracts which are deemed exculpatory. 350 new indication in 2 weeks. Assuming the prosecutor worked full-time, that's 25 per day. If a person was working 8 hours per day for 14 days, that would be 3 per hour. And on 14th June, after the last transmission of exculpatory evidence, silence. Nothing. Did they stop doing it? I can confirm to you, and you will see over the course of my submissions, that the case file is replete with more exculpatory material. Replete. You will see also in our tables that there are errors, that we are pointed at extracts or material which mean nothing, which have no exculpatory value at all. We don't blame the prosecutor. We understand that this had to be done in a very short time. We appreciate that. What is the problem? And this is what I want to bring your attention to. Why can't the prosecutor identify in a case file that is managing, investigating for the last 9 years, why isn't he able to identify what suggests the innocence of the accused? Because what is exculpatory material? It's that.
evidence that contradicts your theory, evidence that contradicts your thesis, evidence indicating that maybe the crimes were not committed exactly as we suggest, or maybe by other persons. Why can't he do that? I can suggest an answer, but I don't know. I'm not in the mind of the prosecutor. I'm on the receiving end, like you, of that process. What is exculpatory evidence? I just said. Evidence that suggests the innocence of the accused. What do you need to be able to identify that? To identify evidence that suggests the innocence of the accused. You need to have a clear theory. You need to know what suggests his guilt. If you don't know what suggests the guilt of the accused, how will you be able to find what suggests his innocence? And we suggest that this is an indication, this failure, because it is a failure of the prosecutor, to give that material when Mokom was arrested instead of 2 months before he's asking to confirm charges, severe charges against him, stems directly. That problem stems directly from their incapacity to properly identify incriminating material, as we will demonstrate later this week. Beyond this problem of exculpatory evidence, there are other areas which we had a very short time to request disclosure. Your honors are aware, we made some disclosure requests. We obtained some material, but we are still sur notre appétit, sorry for the translator, but we remain on our appetite because we know there is more. For example, the arrest warrant of Mr. Mokom talks about child soldiers. Where are they? Gone. Did they turn 18? What happened to them? Was that fabricated evidence? Who did that? For what purpose? Why did that disappear from our case? Are some of the current witnesses of the prosecution involved in some sort of scheme? We don't know. It's not material because we're not charged with that anymore, but we would like to know because it may have an impact on the rest of the evidence. If I may allow, Your Honor, a brief closed session because I want to be on the safe side. It's going to take 2 minutes, and then I'll finish with that. Mr. Court Officer, let's go into private session, please.
We're back in open session, Mr. President. Monsieur Rochelle, please Thank you. conclude. Just concluding Yeah. notes. Why is the prosecutor not forthcoming? Why can the prosecutor identify exculpatory evidence? If this was a case with 10 statements and a very specified and localized allegation, it would not matter much. We would be able to do it ourselves, to find the evidence that is exculpatory and to use it ourselves. But this is a case comprising hundreds of thousands of pages. This is a case encompassing the whole of the Central African Republic. I'm sorry. And the prosecutor is supposed to do that. For you, for us, for truth. This is a truth-seeking exercise, as far as I know. And because of those failures, we are running away from it rather than approaching it. And I want you to be aware of that and to read the lines in these tables, which again, I will not be able to refer to them all, but they do undermine every aspect of the prosecutor's theory. I thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Counsel. Mr. Prosecutor, the floor is yours. 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Donc, je passerai la parole à Madame Léonie von Braun pour répondre à certains aspects. Mais avant cela, je voudrais juste indiquer avec vous que je ne pense pas que le temps que vous aviez alloué pour cet exercice ait été utilisé de façon adéquate. Je pense que ce temps n'était pas aménagé pour faire une sorte de plaidoirie par anticipation. Ce temps n'avait pas été aménagé pour venir nous indiquer si la démarche du bureau du procureur n'est pas la démarche la plus claire, si le document contenant les charges correspond ou non aux charges telles qu'elles étaient déjà dessinées au niveau du mandat d'arrêt. Je pense que cet espace était un espace qui avait été aménagé par vous pour voir si par rapport à certaines questions spécifiques, qui sont des questions de communication de pièces ou d'autres questions, est-ce qu'il y a eu des difficultés pratiques? Est-ce que ces difficultés, nous avons été à la hauteur? Est-ce que vos ordres que vous avez donnés, qui avaient été clairs, est-ce que nous y avons obéi ou pas? C'était ça le sens de ce temps aménagé. Mais ce que nous avons entendu, c'est plutôt une sorte de critique en règle, critique pour laquelle il y a déjà un temps pour cela. Je voudrais juste exprimer un tout petit peu mon désarroi que ce temps qui avait été aménagé pour autre chose soit utilisé pour une plaidoirie par anticipation. Merci beaucoup. Et si Madame Van Braun veut ajouter des choses par rapport aux questions pratiques qui ont été posées, donc elle complétera mon propos. Merci, Monsieur le Président. Mr. Prosecutor, we will rule on the submissions of the defense and your response in due course, but you will have plenty of time to go into the merits later in the hearing. For now, I would encourage then your colleague to focus on this specific matter now, and the DCC, you will have time to do this later on. Please, Madam Prosecutor, proceed. Thank you, Your Honor. And good morning. I will be very brief in addressing the points raised by the defense just now. Contrary to what was said by Maître La Rochelle, the defense had received the majority of the information from which the prosecution then analyzed whether there is exculpatory information in there or not, way ahead of June. And Your Honors, I'm not going to go into details because there's been plenty of submissions on these issues, but whether by disclosure or migration, the information relevant to the case file of Mr. Mokom was put at the defense's disposal. The analysis of importance for exculpatory evidence was then provided 2 months before this hearing. And the fact that the defense was able to work with this prosecution's analysis, take it into account, categorize it,
assess it is evidenced by their filing, which Maître La Rochelle has referenced today already as well. The extensive annexes categorizing the information, taking it in. This shows that the defense was able to review and to process this important information ahead of this hearing. They cannot claim prejudice now in light of that, in my view. One additional point on the prosecution's case theory. You will hear today, again, what that theory is. We will make that abundantly clear. It is set out in the DCC, but you will hear it today and the evidence we rely on. On disclosure, all information relevant to Mr. Mokom's charges has been put at the disposal of the defense. There has been no requests also in recent weeks where the prosecution has not immediately responded, provided what was necessary, only in very limited situations where clearly Rule 77 was not triggered. Otherwise, everything was provided. And this includes on the issues that Maître La Rochelle referred to in the private session just now, which I'm not going to go into here in detail. There's no reason to complain. They have everything on these issues. And with that, I close my submissions. Thank you. Thank you very much, also for responding briefly. Mr. Rochelle, if I can give you just 2 minutes if you want to counter-reply, just 2 minutes. Your Honor, the prejudice is not only to us, it's not only to Mr. Mokom, it's to you. You are preparing on the basis of a document, the DCC, which was given to everyone in March. And then, 2 months later, you receive the indication of what evidence undermines that case theory. After, where it was supposed to be provided to us, there was an order. It was supposed to be given all to us in February, not in June. And this is material that they had when you, I'm not gonna go there, but when you track this material, it goes back months, years sometimes. So the prejudice is not only to us, it's to the truth. It's to rationality, it's to objectivity. This is the victim. And yes, there is a prejudice, because we have to analyze that, we have to identify the errors, we have to change our preparation, we have to, oh, there's more. And we find more, and you will see that there is still more. So yes, there is a prejudice. The prosecutor does not know its case, and he's trying to send Mr. Mokom to trial. If that's not a prejudice, I don't know what it is. Thank you very much. As a prosecutor, I would close it here unless you really have to. No. Okay, thank you. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, pardonnez-moi, je souhaite prendre la parole. Ce ne sera pas un plaidoyer, mais c'est pour vous informer d'une difficulté très sérieuse que nous avons rencontrée. Comme vous le savez, nous avons été désignés, notre équipe a été désignée comme représentants légaux communs des victimes lors d'une décision du mois de mars qui a pris effet à la suite de la décision de votre Chambre du 7 août 2023. Nos lettres de désignation individuelle nous ont été notifiées le 11 août 2023 et à partir de là, nous aurions dû avoir accès au dossier. Je pense que c'était la première des choses, cet accès informatique. Or, en réalité, nous sommes arrivés hier. On nous a dit vendredi, vous avez vos accès. Hier, à la Cour, nous avons vérifié, nous n'avions aucun accès. Nous sommes descendus dans cette chambre-là pour faire une expérimentation dans l'après-midi. Nous n'avions pas accès, nous n'avions pas les transondes. Et pour tout vous dire, l'accès au dossier pour cette audience fondamentale d'aujourd'hui,
nous a été donné à Madam, 17h45. Donc, je tenais à vous excuse faire me, this part, is- pardon, de cette difficulté. Right now, we're discussing Rule 122, paragraph 3, Oui. and this is not. Alors, j'y arrive. D'une part, vous comprendrez que nous ne sommes pas préparés puisque nous n'avions même pas connaissance des difficultés soulevées. Et d'autre part, je vous indique qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons pas été en mesure, parce que privés d'accès au dossier, de connaître le fond de ce dossier. Nous sommes présents à l'audience, nous assurons cette audience pour nos victimes et nous allons tout mettre en œuvre pour effectivement vous présenter Okay, nos I understand. We'll observations. check this. Now, let me. Mais je voulais vous faire part de cette difficulté. Voilà, ni plus, ni moins. Thank you. Thank you. We will look into this. Now, on the on Rule 122, we will, of course, rule in due course, pursuant to Rule 122, paragraph 6. Now, we will proceed with the opening statements. I recall that back on 16 August, the Chamber authorized a request submitted by the defense by email for Mr. Mokom to make an unsworn statement as part of the defense opening statements. Floor to the prosecution then. Your Honors, we will need access to evidence too to broadcast the presentation, if that's possible. Thank you. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, le premier substitut, Léonie Van Brand, vous présentera les faits et circonstances relatifs aux charges que le bureau du procureur a retenues contre Maxime Geoffroy Eli Mokom Gawakwa. Je me limiterai donc dans ce propos liminaire à vous présenter un contexte, le contexte général dans le cadre duquel les crimes ont été perpétrés. Crimes auxquels nous alléguons que M. Mokom a pris part. N'eussent été les exigences de la procédure, j'aurais été tenté de dire que cette présentation même est superflue, parce qu'elle enfonce des portes ouvertes. Je le dis parce que ce contexte général est déjà connu de cette juridiction. La vérité, c'est que ce n'est qu'à la faveur d'une arrestation décalée que nous devons cette audience. M. Mokom aurait en effet pu, il aurait peut-être même dû être jugé en même temps et ensemble avec Alfred Yakatom et Patrick Ngaïsona. Il y avait un seul document contenant les charges contre les trois. Mais les exigences du traitement diligent des dossiers au gré des arrestations nous ont forcés à séparer leurs affaires, comme un chirurgien séparerait des frères siamois. Mais les frères siamois séparés restent encore des frères de sang. Ce rappel, Madame, Messieurs les juges, ne me fait pas perdre de vue le principe de la relativité, principe qui postule que chaque personne poursuivie séparément bénéficie dans l'examen de son dossier d'un regard neuf des juges, sans a priori, comme si les juges voyaient pour la première fois son dossier. Mais vous savez aussi que ce principe n'a rien d'absolu. Il l'est d'autant moins que la confirmation des charges ne postule pas un prononcé sur la culpabilité et repose généralement sur des preuves parfois non encore testées
par le feu du contre-interrogatoire. L'économie judiciaire et la nécessité d'éviter la contrariété des jugements militent souvent en faveur d'une reprise à leur compte par les juges de constatations déjà établies dans des décisions antérieures, pour autant que ces constatations ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence. Le domaine du constat judiciaire est très vaste et je vous invite, Madame et Messieurs les juges, à l'explorer. Mais tout en vous soumettant ces réflexions, Madame, Messieurs les juges, nous n'avons pas manqué de vous soumettre les éléments à charge résumés dans nos conclusions écrites. Ces éléments établissent des motifs substantiels de croire que M. Mokom a pris part aux activités criminelles visées dans les charges. M. Mokom a contribué aux attaques des anti-Balaka, contre des attaques qu'il y a eu contre Bangui et Bossangoa, ainsi qu'à Mr. leurs Prosecutor, crimes slow down a little bit, please. subséquents. Et M. Mokom a agi avec l'intention et la connaissance requises selon le statut. Les crimes reprochés à Mokom ont été commis à Bangui, la capitale, et dans la région de Bossangoa, qui est à 305 km du nord de Bangui. La Centrafrique avait environ 6 millions d'habitants, une nation multiethnique et multiconfessionnelle. Il y avait avant le conflit à peu près 50% de chrétiens et 15% de musulmans, et le reste pratiquait des religions traditionnelles. François Bozizé était le président de la Seleka en 2012. Et c'est en août de la même année que la coalition de la rébellion Seleka a surgi du nord-est du pays. Alliance de plusieurs groupes armés, la Seleka était principalement composée de musulmans, centrafricains et de mercenaires, tchadiens et soudanais. Vers décembre 2012, les actions de la Seleka se sont intensifiées et elle a progressé vers Bangui. Bangui va chuter en mars et le président Bozizé fuira le pays. Le chef de la Seleka, Michel Diotodia, deviendra président. Ayant pris le contrôle de l'appareil d'État, la Seleka a soumis des civils non musulmans, pour la plupart, à des atrocités innommables. Et cette brutalité va semer les graines de la vengeance qui allait motiver les anti-Balaka. Quand, après le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé et son cercle s'enfuient au Cameroun, M. Mokom, lui, s'enfuit à Zongo, qui est une ville frontalière de la RDC, simplement à 2 km de l'autre côté de la rivière Ubangui. Les anti-Balaka étaient composés d'anciens membres de la garde présidentielle de Bozizé et des forces armées centrafricaines, plus connues sous leur acronyme FACA, ainsi que de nouvelles recrues et des membres de groupes d'autodéfense déjà existants. Ce qui les liait, c'était leur haine contre la Seleka et toute personne perçue comme leur étant associée. Et c'était bien entendu le cas des civils musulmans. Les anti-Balaka étaient organisés et coordonnés par des groupes se trouvant à 3 endroits principalement, donc en Centrafrique, au Cameroun et en RDC. Dans le groupe du Cameroun, il y avait Bozizé et d'autres personnalités telles que Bernard Ngaïsona, Patrice Ngaïsona et Bernard Mokom, le père de Maxime Mokom. Le groupe de la RDC comprenait des fidèles de Bozizé qui avaient fui à Zongo après le coup d'État, ainsi que M. Mokom,
lui-même qui deviendra plus tard le coordonnateur des opérations anti-Balaka. Depuis Zongo, M. Mokom soutenait les anti-Balaka, et ce, au moins dès la mi-2013. C'est lui qui cherchait les munitions, coordonnait le déploiement des anti-Balaka dans les préfectures. C'est lui qui supervisait leur attaque. M. Mokom était en communication avec des figures importantes du cercle restreint de Bozizé au Cameroun. M. Mokom était également en contact régulier avec les commandants de zone anti-Balaka, qui étaient connus comme zone, dans Bangui et les préfectures. En Centrafrique, des groupes opéraient à Gobéré, Bangui et à Kalangoy. En septembre 2013, les anti-Balaka ont commencé à mettre en œuvre leur stratégie de reprise du pouvoir. Avant les attaques majeures du 5 décembre 2013 de Bangui et Bossangoa, dans le cadre desquels les crimes visés dans les charges ont été commis, les anti-Balaka ont attaqué plusieurs villes et villages. Les crimes commis durant ces attaques, vous noterez que ces crimes ne font pas partie des charges dans cette affaire. Mais nous pensons qu'il est important d'en faire référence pour illustrer que les anti-Balaka suivaient un modus operandi qui était déjà bien en place. De telles attaques ont été perpétrées dans les régions de Bossangoa et Bouga en septembre 2013. Les anti-Balaka ont tué des centaines de civils musulmans, dont des Peuls. Ils ont brûlé des centaines de maisons et pillé leur bétail. Ces attaques ont entraîné le déplacement forcé d'une grande partie de la population musulmane dans la capitale régionale de Bossangoa. En octobre, à Yaloké et Gaga, les anti-Balaka, après avoir attaqué la Seleka, ils s'en sont pris aussi aux civils musulmans. Beaucoup ont été tués dans leurs maisons et des mosquées ont été détruites. En novembre 2013, les anti-Balaka ont attaqué des campements de Peuls éleveurs à Boali, qui se trouvent entre Bossangoa et Bangui, comme vous le voyez sur l'écran, tuant des dizaines de personnes. Entre les mois d'octobre et de novembre 2013, les attaques anti-Balaka et les confrontations avec la Seleka ont été rapportées dans d'autres endroits tels que Bouar, Bossembele, vers la fin du mois d'octobre et Beleko en novembre de la même année. D'autres villages ont été attaqués peu de temps après, tels le Bong le 12 décembre, où au moins 27 personnes, pour la plupart des musulmans, ont été tuées par les anti-Balaka. Les crimes commis contre les musulmans de septembre à décembre ont été largement relayés par la presse locale et internationale. Un reportage de France 24 du 16 septembre 2013 montre un village musulman qui a été littéralement réduit en cendres. Deux femmes sortent de la brousse. Elles nous montrent un premier corps, puis un second. Au total, 6 victimes assassinées à coups de machette. Jamais de ma vie. Bien blessé, hein. J'ai jamais vécu ça. Sans scrupule. À la nuit tombée, des dizaines de villageois accourent, des femmes et des enfants affolés, hagards. Les soldats de la force d'interposition persuadent les habitants de trouver refuge en ville. Vous avez besoin juste de sauver vos vies. Vous n'avez pas besoin de tout amener. Amenez le strict nécessaire. Ces survivants laissent derrière eux des dizaines d'enfants toujours terrés dans la brousse. Dans un reportage sur Bossangoa au mois de septembre 2013, Al Jazeera donne la parole à un civil musulman.
qui a dû s'enfuir de son village après que les anti-Balaka ont tué son père. Seleka was attacked by a group called Anti-Balaka, which means anti-machete in the local language. On the other side of town, Muslims are hiding in a school. They accuse men from Anti-Balaka of targeting them. Muhammad Idris says they killed his father. He's now looking after his family of 20. My message to these people is they may want to retake power, they may want to get back in government, but they need to spare civilian lives. À Boali, vers le 2 décembre 2013, les anti-Balaka armés de machettes, de couteaux et de fusils ont attaqué un campement de Peul. Ils ont tué au moins 12 personnes et blessé de nombreuses autres. Beaucoup d'enfants faisaient partie des victimes. Et ces victimes ont été transportées à l'hôpital de Bangui. Nos moyens sont limités. Des gens qui ont reçu des coups de machette au niveau du crâne, on ne sait pas ce qui peut arriver 48 heures ou 112 heures après, parce qu'on ne fait pas le scanner ici. En 2011, Bangui comptait 740 000 habitants, dont 130 000 musulmans qui étaient répartis dans les 8 arrondissements de la ville, un peu plus de 17%, presque 18% de la population. Et cette démographie, la composition démographique de la ville a changé de manière radicale après l'attaque des anti-Balaka du 5 décembre 2013. Et M. Mokom a contribué à l'attaque des anti-Balaka contre Bangui en organisant, encourageant et armant ces derniers depuis Zongo, où il était. La même journée du 5 décembre 2013, quelques heures plus tard, les anti-Balaka ont également attaqué Bossangoa. Une fois de plus, ils ont ciblé les civils musulmans et n'ont pas fait de distinction entre ces derniers et les membres de la Seleka. Les corps des musulmans tués étaient régulièrement amenés à la mosquée Ali Babolo de PK5, un quartier qui est devenu une des enclaves tristement célèbres où des civils déplacés allaient chercher refuge. Les images que vous pouvez voir à l'écran, datées du 5 décembre 2013, sont celles de corps sur le sol de la mosquée, incluant des femmes. Le climat de violence et l'instabilité qui a suivi les attaques du 5 décembre ont forcé Yotoya à démissionner le 10 janvier 2014 sous la pression internationale. Le 20 janvier, la maire de Bangui, Catherine Samba Panza, est élue présidente intérimaire. Le même mois, les anti-Balaka adoptent une structure formelle et M. Mokom est alors nommé coordonnateur des opérations. Le 6 février 2014, M. Mokom traverse la rivière Ubangui pour s'installer à nouveau à Bangui. La démission de Yotoya n'a cependant pas mis fin aux attaques des anti-Balaka. Le désarmement partiel de la Seleka et le retrait de ses forces de Bangui, ainsi que d'autres parties de l'ouest de la République centrafricaine, ont créé un vide au sein du pouvoir et ont laissé la population musulmane vulnérable à la vengeance des anti-Balaka. La fréquence et l'ampleur des crimes contre la communauté musulmane ont alors augmenté. Le 22 janvier, les anti-Balaka ont commencé leur attaque contre la communauté musulmane de la localité de Yaloké. Ils ont tué et blessé des civils musulmans et une jeune fille a été violée. Ils ont brûlé et pillé des maisons et des magasins musulmans. Cloîtrés sous la menace des anti-Balaka, les musulmans ont enduré des conditions
très difficile au cours de l'année 2014. Les anti-Balaka ont attaqué Bossem Télé au cours de cette même période. Une fois de plus, ils ont tué plusieurs civils musulmans. Ils ont pillé et brûlé des maisons, des magasins et des mosquées. Des civils musulmans se sont enfuis en masse ou pris refuge dans la mission catholique de la ville. Au mois de juillet 2014, au plus tard, presque toute la population musulmane de la ville, presque toute la population, avait été évacuée. Ce modus operandi a été répété dans les villages de Gen, Karno, Berberati et Boda. Mr. Prosecutor, you have 1.5 minutes left. Yes, and that will suffice. Voici un extrait d'une vidéo qui montre les musulmans enclavés à Boda en avril 2014 et un chef anti-Balaka à Boda parlant de l'encerclement des musulmans enclavés. Muslim children in this war-torn country are going hungry. Bloodshed and repeated attacks have left all Muslims huddling in one district of a former diamond town. They're learning to live without. Everything is blocked. Nothing comes in. It's very expensive to buy food. Our life is at a critical stage. It means like we live in a prison. We don't have freedom. It's not freedom, or it's a freedom under surveillance. We don't understand it. They are encircled by the anti-Balaka, a Christian militia that vows to kill Muslims that step outside the perimeter. We can wait for 10 years for them to leave. We cannot accept living together with Muslims long term. Voilà. Donc, vers février 2014, M. Mokom s'est adressé au commandant de la zone anti-Balaka. Il expliquait dans son discours que la bataille ne serait terminée qu'avec la conquête du pouvoir et le retour de Bozizé et à Bangui. Donc c'est avec cette référence, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, que je finis mon propos liminaire et je vous remercie de votre patience. Thank you very much, Mr. Prosecutor, for your opening statements. Now, I give the floor to the Common Legal Representative of Victims for the opening statements. You're allowed 20 minutes. Je vous remercie, Monsieur le juge, Madame. Je prends la parole ici au nom des représentants légaux des victimes. Je voudrais tout d'abord rappeler qu'il résulte du préambule du statut de Rome que la création de la Cour pénale internationale, Cour permanente et indépendante, résulte du constat fait par les États parties selon lequel, au cours du XXe siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine. Ils sont d'avis que de tels crimes ne sauraient rester impunis et qu'il y a lieu d'y mettre un terme et concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes. C'est comme le mensonge qui va plus vite que la vérité, et au terme de la course, c'est la vérité qui prend le dessus. Pour le moment, la perpétration des crimes odieux semble courir plus vite. Je viens de l'expliquer, la justice parviendra à prendre le dessus à la longue et
elle va jouer véritablement un rôle dissuasif. Toutefois, rappelons que la Cour pénale internationale n'est que complémentaire des juridictions nationales lorsque ces dernières se trouvent dans l'impossibilité ou l'incapacité de juger une situation dans laquelle des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis sur son territoire. Tel est le cas présent pour lequel c'est l'État centrafricain qui l'a déféré à la Cour. Depuis au moins 2 décennies, la République centrafricaine est en proie à des crises militaro-politiques dont les auteurs sont restés impunis, de sorte que s'est instaurée une culture de l'impunité dans le pays, ouvrant ainsi la voie à la culture de la violence comme mode de règlement des conflits et à la clé la propension à l'amnistie pour contourner la justice suite à des accords politiques de paix, dites de paix, signés entre politiques en dehors, voire au mépris des souffrances des victimes. En 2015, lors de la transition en RCA, il y a eu une prise de conscience populaire. Le besoin de justice s'est manifesté lors des consultations des populations à la base, couronné par un forum national, lequel a pris des recommandations fortes, dont le bannissement catégorique de l'impunité et le rejet de l'amnistie. En un mot, le peuple centrafricain réclame que justice soit faite à l'encontre de tous les bourreaux sans distinction. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge, Maxime Mokom fait partie de ceux qui prennent les armes pour accéder au pouvoir et à n'importe quel prix en semant la terreur au sein notamment de la population civile qui ne participe pourtant pas aux hostilités, mais elle est prise comme bouclier humain afin de parvenir à ses fins. En Centrafrique, la rébellion est devenue un véritable fonds de commerce afin d'obtenir tout ce que l'on veut, d'être entendu dans toutes ses revendications. En délivrant un mandat d'arrêt contre Mokom Maxime, les juges de la chambre préliminaire sont d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Mokom a commis les crimes qui lui sont reprochés. Aujourd'hui, vous devez déterminer s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Maxime Mokom a effectivement commis les crimes qui lui sont reprochés afin de le renvoyer en jugement. Rappelons que dans le document de notification des charges, le procureur accuse Mokom d'être l'auteur sur le territoire centrafricain de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, dont, entre autres, le pillage, la persécution, le meurtre, le viol, que les victimes que nous représentons ont largement décrit. L'affaire Mokom découle de la récente crise qui remonte à 2013-2014, qui consiste en un conflit entre 2 groupes armés, la coalition Seleka et les milices anti-Balaka. En effet, les rebelles de la Seleka, composés en majorité de musulmans, ont pris le pouvoir par la force le 24 mars 2013 après avoir commis des crimes graves
avant, pendant et après le 24 mars 2013 parmi surtout la population civile. Pour les combattre et tenter de reprendre le pouvoir des anciens dignitaires du régime déchu, ont vers septembre 2013 organisé des groupes dénommés anti-Balaka. Balaka, Monsieur le Président, veut dire machette en sango, langue nationale de la République centrafricaine. Au départ, il s'agissait de groupes d'autodéfense composés de paysans qui luttaient avec les armes traditionnelles contre les coupeurs de route qui sévissaient dans la brousse à l'intérieur du pays avec des machettes, d'où leur dénomination de anti-machette. Vu leur bravoure, Mokom et autres les ont recrutés et en ont recruté d'autres à Bangui pour assouvir leur dessein en leur faisant un véritable lavage de cerveau, les poussant à commettre des atrocités sur des populations civiles, violations constitutives, comme je l'ai déjà dit, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, tels que décrits dans le document de notification des charges. Ils étaient armés, curieusement, de machettes ainsi que d'armes à feu. Les éléments de ces groupes s'en prenaient tout azimut à des personnes qu'on les a amenés à haïr, considérées comme responsables, mais sans preuve des violences commises par les Séléka ou comme complices et ou des partisans de ces derniers. Les anti-Balaka étaient organisés en sous-groupes avec à leur tête un commandant. Et Maxime Mokom assumait officiellement le rôle de coordonnateur des opérations, ce qui impliquait la structuration, l'organisation, le financement et l'armement des troupes. Et ils ne s'en cachaient pas du tout. Sans pour autant revenir sur la responsabilité pénale individuelle de Mokom, que le procureur a si bien décrit dans le document de notification des charges, je voudrais ici insister sur le mal que Maxime Mokom a fait à ses compatriotes, tant à titre personnel que par l'entremise de ses troupes dont il est le cerveau. En effet, je voudrais qu'en plus, les juges puissent entendre un autre son de cloche, celui des victimes, lesquelles sont au cœur de cette procédure. Concernant les attaques, elles étaient intentionnellement dirigées contre les civils selon les circonstances, mais pour des raisons injustifiées. Je vais donner quelques exemples. La victime A71-100-22 a déclaré qu'elles ont été attaquées, elle et sa sœur, par les anti-Balaka sous prétexte qu'elle les aurait trahis aux musulmans juste parce que sa sœur est mariée à un musulman. La victime A70-966-22 raconte qu'elle et son père ont été attaqués par les anti-Balaka de Mokom parce que son père pratique l'islam et quant à elle, eh bien, parce qu'elle est la fille de son père. La victime A77-101-22 a déclaré que dans son secteur, les anti-Balaka s'attaquaient à tous les hommes. C'est pourquoi ils lui ont tiré dessus
et l'ont abandonné. Cette assertion est confirmée par la victime A 71-101-22. La victime 70-967-22 affirme que Mokom et ses éléments les ont attaqués parce qu'il les soupçonnait de garder des effets de Séléka. De l'implication de Maxime Mokom. Maxime Mokom, en plus de son rôle joué dans l'organisation des attaques lancées par les anti-Balaka, le suivi des opérations et la facilitation des activités des chefs anti-Balaka, lui-même participait à la perpétration des crimes comme décrits par les victimes, notamment des viols. La plupart des filles et des femmes attaquées ont été victimes de viols. Le viol était destiné à punir l'ennemi, à le déstabiliser, à le terroriser. Ainsi, les victimes A 71-100-22, A 70-967-22, A 70-966-22, A 70-970-22, ainsi que bien d'autres, ont déclaré avoir été violés par M. Mokom Maxime avant que ce dernier invite ses éléments à en faire autant. Les éléments de Mokom se réclament ouvertement de lui. Aussi, le mode opératoire des partisans de Mokom est bien connu. Il consistait, pour Bangui, à conduire les victimes attaquées à leur base à l'école Yamwara pour les torturer ou les tuer. En ce qui concerne la ville de Bossangwa, c'est à l'école Liberté que le sort des victimes était scellé. C'est justement là que les victimes ont trouvé refuge. Concernant Bangui, bon nombre de victimes ont relaté dans leur déclaration que, en plus du viol, ces victimes étaient souvent dépouillées de leurs biens après avoir été persécutées. Monsieur le Président, Monsieur et Madame les juges, toutes les charges à l'encontre des anti-Balaka sont avérées et les victimes que j'ai pu rencontrer avant de venir ici veulent que les juges les reconnaissent en tant que tels. Les victimes n'en peuvent plus et comptent sur la Cour pénale internationale pour les soulager. Parce que de toutes les crises, tous les conflits que la République centrafricaine a vécus, ils n'ont pas vu les responsables de ces exactions, de ces groupes armés être jugés. Certes, depuis quelque temps, les juridictions nationales ainsi que la Cour pénale spéciale ont réussi à inquiéter certains auteurs et même à juger d'autres. Mais ici, votre rôle, monsieur le juge, madame et messieurs les juges, est de poursuivre les responsables, les principaux responsables de ces groupes armés afin que, enfin, justice soit rendue à ces victimes qui attendent à ce que leur voix et leurs préoccupations soient entendues. Je vous remercie. Thank you very much, Madam Common Legal Representative of Victims. Now, before we conclude, Mr. Prosecutor, you have not mentioned the ERN numbers
of videos you have shown. If you're able to do it right away, otherwise the beginning of next session. You able to do it now? For the transcripts and the records. We have them on the slides, so if it's okay, I would have to pull up the presentation one more time to read them. I can do that now or after. We'll do this at the beginning of next session, so you'll be prepared Yes. to say the All numbers right. for the records. Yeah, Okay, thank thank you very much. Now, we will then adjourn the hearing for a 30-minute break, and we will resume at 11:30. Thank you very much. All rise. We will be.